Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre récit commence en Ontario, une magnifique province du Canada connue pour ses lacs et ses forêts. C'est là que nous rencontrons John George Rallo, un personnage central de notre histoire. John est né le 30 novembre 1942 dans la ville portuaire de Hamilton, en Ontario. Fils unique de Jack et Dorothea Rallo, il a grandi dans un quartier modeste avant que la famille ne déménage dans l'est de la montagne. Jack, son père, était un agent d'identité judiciaire chargé de photographier les scènes de crime, avant de devenir directeur à la Régie des alcools. John vouait une admiration sans borne à sa mère. Au lycée de la cathédrale, il se distinguait par son style vestimentaire soigné, contrastant avec ses camarades en jeans et chemise à carreaux. Bien que John n'était pas particulièrement beau, avec ses cheveux ébouriffés et ses membres dégingandés, il avait du style, de la confiance et du charme. L'école n'était qu'une distraction pour John, qui était obsédé par les filles dès son plus jeune âge. Il passait souvent du temps au centre-ville, observant les filles passer. John a quitté l'école en 12e année, terminant ses études par correspondance avant de rejoindre le Mohawk Community College. Il se considérait comme un séducteur, mais une fille en particulier captait son attention, Sandra Pollington. Cette jeune brune, aux yeux verts et au sourire éclatant, avait 15 ans quand elle a commencé à sortir avec John, qui en avait alors 20. Ses parents, Doug et Margaret Pollington, ainsi que sa sœur Janice, n'appréciaient pas John, le trouvant trop vieux et étant catholique. Malgré cela, l'amour de Sandra pour John a fini par convaincre sa famille. John a travaillé au service d'ingénierie de l'hôtel de ville de Hamilton, grimpant les échelons jusqu'à devenir chef de bureau, tandis que Sandra travaillait comme chercheuse de titres dans un cabinet d'avocats. Après 4 ans de relation, John et Sandra se sont mariés le 8 octobre 1966. En 1969, ils ont accueilli leur premier fils, Jason, suivi de leur fille Stéphanie en 1971. La famille semblait heureuse, mais les apparences peuvent être trompeuses. John, cependant, menait une vie d'infidélité, avec plusieurs relations extra-conjugales, dont une liaison à long terme avec une collègue. À un moment donné, John a consulté un avocat spécialisé en divorce et Sandra a cessé de porter son alliance, confiant à ses amis que John ne la satisfaisait pas sexuellement. Le couple a même brièvement mis leur maison en vente. Le 18 août 1976, John s'est présenté dans le bureau de son beau-père, Doug Pollington, à Cambridge. Il tenait une lettre dactylographiée affirmant que Sandra l'avait quitté pour un riche avocat et avait emmené les enfants avec elle. Doug, proche de sa fille, trouvait cette histoire suspecte. Il n'avait eu aucune indication d'un départ imminent de Sandra. John a également raconté à Doug qu'un avocat avait passé des appels menaçants à son domicile pendant plus d'1 an. Malgré ses sanglots, Margaret a remarqué que John ne versait aucune larme et n'affichait aucune émotion authentique. John a ensuite annoncé la nouvelle à ses parents avec Margaret. Les deux mères ont essayé de convaincre John d'aller à l'hôpital pour soigner ses mains blessées, qu'il affirmait avoir obtenues lors d'une chute à vélo nocturne après la disparition de sa famille. Pendant ce temps, Janice, la sœur cadette de Sandra, qui avait évité John tout l'été à cause de son comportement inapproprié quand elle gardait ses neveux. Elle se retrouvait souvent à éviter John en s'enfermant dans la salle de bain. Ce jour-là, en quittant la maison, Janice a été accompagnée par John jusqu'à sa voiture. Il l'a alors touchée de manière inappropriée, rappelant un incident antérieur où Janice avait signalé à la police que John l'avait pelotée. Au cours de cette enquête, les forces de l'ordre ont découvert que John était en possession de magazines pornographiques de bondage graphique et violent. Le contenu était si hardcore qu'il était en fait illégal au Canada. Les détails spécifiques trouvés dans ces magazines correspondraient étonnamment plus tard aux preuves clés relatives à la disparition de Sandra et ses enfants. Pendant ce temps, Doug Pollington a téléphoné au chef Gord Torrance pour déclarer la disparition de Sandra et de ses enfants. Le chef Gord a fait de l'affaire une priorité, notant dans son petit livre noir « John Rallo, 33 ans, femme et 2 enfants disparus ». Le même jour, une mère et ses 2 jeunes garçons, Sean et Paul, se promènent près de la voie navigable en Ontario, à la recherche d'un endroit pour pêcher. En explorant la région, ils sont tombés sur un sac en vinyle bleu près de la surface de l'eau boueuse. Curieux, ils l'ont traîné jusqu'au rivage et l'ont ouvert. À l'intérieur, ils ont découvert un sac poubelle vert. En l'ouvrant, ils ont été horrifiés par ce qu'ils ont trouvé.
le corps d'une fillette de 5 ans, avec une encre destinée à l'envoyer au fond du cours d'eau. La fillette avait un petit bandage sur le genou et des contusions sur les tempes. Les garçons se sont enfuis en criant et il n'a pas fallu longtemps avant que les autorités identifient la jeune fille. Le lendemain matin, John arrive au travail à 9h. 1 heure plus tard, le sergent Larry Dawson se présente dans son bureau pour faire un rapport de personnes disparues. John lui dit « J'allais justement t'appeler ». Alors que le détective commence à parler avec John et à prendre des notes, il entend une annonce à la radio. Une jeune fille a été retrouvée dans un ruisseau enfermée dans un sac. C'était la fille de John, Stephanie. La police a demandé à John de se rendre au poste pour un interrogatoire. Lorsqu'ils ont plus tard confirmé à John que le corps de la petite fille retrouvée était bien celui de sa fille, il a baissé la tête. Mais là encore, pas de larmes. Quand les détectives Ed Codis et Bob Slack sont arrivés chez la famille Rallo, la maison était en désordre, les meubles déplacés, la moquette déchirée. Le matelas du lit du couple se trouvait dans le couloir. John a affirmé qu'il avait démonté le lit pour soulager sa frustration après la disparition de sa famille et qu'il ne supportait pas de dormir dans le lit qu'il partageait avec sa femme après avoir appris qu'elle le trompait. Selon lui, la nuit de la naissance de leur fille Stéphanie, Sandra avait eu une hémorragie, expliquant ainsi tout sang qu'ils trouveraient sur le matelas. Ils ont interrogé John et son récit des événements s'est déroulé ainsi. Sandra n'avait pas partagé de lit ces dernières nuits car il s'était disputé à propos de sa relation avec la voisine. Il a décrit que la voisine était venue emprunter de l'alcool et, en le lui tendant, il lui a touché la poitrine, dit-il. Il a dit que la voisine l'avait dit à tout le quartier et que Sandra avait été humiliée. Les deux familles se sont réconciliées et sont redevenues amies, mais le vendredi précédant la disparition, alors que les deux couples se baignaient dans la piscine jusqu'aux petites heures du matin, John et la voisine sont restés un peu trop longtemps seuls dans la piscine, et cela ne fut pas au goût de Sandra. John a insisté sur le fait que ce n'était qu'un chahut, mais Sandra était furieuse. Alors John a dormi au sous-sol sur un lit de camp. Il a dit qu'il s'était réveillé vers 9h le matin du 17 août et qu'il avait trouvé étrange que les enfants ne soient pas encore réveillés. Il est monté à l'étage et a constaté que les deux enfants n'étaient pas dans leur lit, et Sandra non plus. Et la note dactylographiée de Sandra était sur la commode. Elle est partie sans son sac à main, son alliance, ni même les chaussures, les brosses à dents ou les jouets des enfants. La seule chose qu'elle a prise, c'est son portefeuille. John a raconté comment il recevait depuis environ 1 an des appels téléphoniques anonymes d'un homme qui leur avait laissé échapper un jour qu'il était avocat. John a déclaré qu'il avait géré le problème non pas en le signalant à la police, mais en mettant l'appelant au défi de le rencontrer en personne, en lui disant « Soyons grands et rencontrons-nous ». Il a déclaré que l'appelant ne s'était jamais présenté à leur lieu de rendez-vous. Malgré le fait qu'il n'y avait pas la moindre preuve de l'existence de ce mystérieux avocat, John s'en tenait à son histoire. Ensuite, John racontera que le matin du mardi 17 août, premier jour de la disparition, il s'est déclaré malade au travail. Cela marquerait le début de son comportement suspect à la maison. Pour soulager sa frustration face à la disparition de sa famille, il dit qu'il démonte le lit du couple. Puis il arrache le tapis d'alose de couleur claire du sol, enlevant même des morceaux de sous-rembourrage près de la fenêtre. Il dit aux autorités qu'il l'a fait parce que Sandra se plaignait de l'odeur du tapis due aux enfants qui étaient tombés malades dessus et au chat qu'il avait utilisé pour se soulager. Mais il dit également à son avocat qu'il l'a fait parce qu'il était furieux après avoir trouvé la lettre dactylographiée. Plus tard dans l'après-midi, John décide que le jour de la disparition de sa famille est le moment idéal pour rapporter un interrupteur à un magasin de pneus appelé Canadian Tire. Pendant qu'il était là-bas, il a pensé qu'il avait également acheté des poids d'ancrage. Au crépuscule, il part pour une balade sans but précis, zigzagant entre les villes. Il rentre chez lui à minuit et décide de faire une balade à vélo. Pendant le trajet, il heurte une brique, une pierre ou quelque chose du genre et tombe du vélo, ce qui explique les multiples coupures que les autorités ont rapidement remarquées sur ses mains. Le lendemain matin, mercredi 18 août, John se lève à 5h15. Il déclare qu'il avait besoin de s'occuper, alors il passe l'aspirateur et époussette la maison. Il retire également les morceaux de tapis qu'il avait arrachés, les transportant non pas dans une, mais dans 2 décharges distinctes. Plus tard dans la matinée, John décide finalement de révéler aux parents de Sandra que sa famille a disparu. Au commissariat, la police interroge John jusqu'à ce que son père arrive avec un avocat qui interrompt tout autre interrogatoire. Vers 23h30 ce soir-là, John Rallo, entièrement vêtu de son costume vert pâle, est arrêté et accusé du meurtre de sa fille, la seule retrouvée à ce moment-là. Le détective Codis passe 2 jours à fouiller dans les ordures de la décharge.
il trouve un gros morceau de cormoran ensanglanté qui correspond au tapis de la maison des Rallo. Cependant, ce n'est pas au dépotoir de Glanford où John insiste pour qu'il se rende, mais plutôt au dépotoir de la rue Ottawa. Un agent de sécurité se souvient de John avec 3 sacs à ordures et 2 boîtes. Pendant ce temps, les recherches se poursuivaient. Les autorités fouillaient le cours d'eau où le corps de Stephanie avait été retrouvé, espérant y découvrir Sandra et Jason. Malheureusement, ils ne les trouvèrent pas. Cependant, à leur grande surprise, ils firent d'autres découvertes. Ils tombèrent sur le corps d'un homme de Hamilton, disparu lors d'un voyage de pêche en avril. Il était toujours assis sur le siège conducteur de sa voiture submergée. Victime d'une crise cardiaque, il avait quitté la route pour trouver la mort. Les autorités retrouvèrent également le corps d'une femme d'âge moyen. Le 26 août, après plusieurs jours de recherche, un hélicoptère repéra un sac de couchage vert flottant dans le canal Welland, attaché par ce qui semblait être une corde. Le sac de couchage était ouvert à une extrémité, laissant dépasser un sac poubelle vert. C'était Sandra Rallo. En s'approchant, ils purent voir des pieds dépassant du sac poubelle avec des ongles d'orteil peints en rouge. Les cordes et le cordon de ceinture utilisés pour attacher le sac étaient élaborés, chaque nœud étant lié au suivant. Les nœuds ressemblaient à ceux des magazines de bondage que John possédait l'année précédente. Comme sa fille, Sandra était lestée avec 2 ancres, destinées à la faire couler au fond du cours d'eau. Elle avait été violemment battue et sa langue dépassait entre ses dents, ce qui suggérait qu'elle avait été étranglée. Un détective informe John « John, il est de mon devoir de vous informer du décès de votre femme, Sandra. Il est également de mon devoir de vous informer que vous êtes inculpé de 2 chefs d'accusation de meurtre concernant la mort de Sandra Rallo et de John Jason Rallo. » Une fois de plus, John semble contrarié, mais il ne pleure pas. Sandra fut enterrée aux côtés de sa fille, tandis que John Rallo faisait face à une 2e accusation de meurtre. Les hommes qui étaient les témoins de son mariage sont les porteurs de son cercueil. La recherche du jeune Jason se poursuivit pendant 2 mois avant d'être interrompue. Malgré l'absence de corps, les forces de l'ordre étaient convaincues de la culpabilité de John et l'inculpèrent d'un 3e chef de meurtre. Les déclarations farfelues de John sur le déroulement des événements furent mises en doute par les enquêteurs, qui élaborèrent une autre théorie. Selon eux, John avait inventé l'histoire d'un mystérieux avocat pour créer un bouc émissaire et imputer les meurtres à quelqu'un d'autre tout en dénigrant le nom de sa femme. Mais comme John n'avouait rien de tout cela, cela devait être prouvé devant un tribunal. Il a subi 58 jours de tests psychiatriques, y compris des séances avec du sérum de vérité, à l'Institut Clark de Toronto. Il a été jugé mentalement apte par les médecins. Un juge l'a jugé apte à la libération sous caution. En attendant, les tribunaux canadiens avaient fixé la caution du triple meurtrier présumé à 100 000 $. 4 mois après les meurtres, John Rallo a déposé cette caution et était libre en attendant son procès prévu 1 an plus tard. Pendant cette période, John a vécu avec ses parents. Il a tenté de reprendre son poste de directeur à la mairie, mais cela lui a été refusé. Chaque jour, il se rendait sur la tombe de sa famille pour y déposer des fleurs et entretenait le gazon de la maison familiale, y compris près de la balançoire de ses enfants. Il faisait signe aux voisins, mais ils ne lui répondaient pas et ne lui parlaient pas. Le procès débuta en novembre 1977, marquant le plus grand événement judiciaire qu'Hamilton ait connu depuis des décennies. La salle d'audience était bondée, les gens s'asseyant épaule contre épaule, leurs pardessus et sacs à lunch brun sur les genoux. Dans le couloir, d'autres faisaient la queue, espérant obtenir une place si quelqu'un partait. La couronne appela 48 témoins et présenta près de 150 expositions. Un jury de 9 hommes et 3 femmes fut sélectionné pour le procès, un responsable syndical, une dactylographe, 2 chauffeurs routiers, une secrétaire, 3 ouvriers d'usine, une femme au foyer, un contremaître, un étudiant et un superviseur. John Rallo s'est habillé pour l'occasion, attirant l'attention des journalistes qui consacraient au moins un paragraphe à décrire sa tenue vestimentaire, de ses costumes en tweed à ses gilets à 5 boutons. Le procureur de la Couronne ouvrit le procès devant le juge John O'Driscoll. « Mesdames et messieurs du jury, vous êtes ici, et avez été choisis, un panel de 12 personnes, pour déterminer la culpabilité ou l'innocence de John Rallo. Il est accusé du meurtre de sa femme, de son fils et de sa fille. Vous entendrez tout sur la découverte des corps, comment ils ont été emballés et les encres placées dans ces paquets et comment ils ont finalement été retrouvés dans leurs tombes aquatiques. Le procès dura 16 jours. Au cours du procès, un voisin a déclaré avoir vu la lumière allumée dans la maison de John vers 5 heures du matin, le voyant monter et descendre en mouvements comparables à ceux d'un tapis déchiré, ce qui contredisait son affirmation selon laquelle il dormait au sous-sol jusqu'à 9 heures du matin.
Environ une semaine après le début du procès, Marjorie Smith, la femme avec qui John avait eu une liaison au travail, a également témoigné, révélant son infidélité. L'indignation publique contre John a alors atteint un nouveau sommet et l'accusation craignait pour sa sécurité. Le 8 décembre 1977, John fut appelé à la barre. Il témoigna pendant 5 heures, sur 2 jours. Il resta calme, poli, articulant chaque mot avec soin. Lorsqu'il parla des meurtres, il avalait pour avoir le contrôle. John témoigna que la nuit suivant la disparition de sa famille, après un long trajet en voiture et un accident à vélo, il erra tristement dans sa maison avant de s'installer pour la nuit sur le canapé du salon. « Je suis resté là toute la nuit à regarder par la fenêtre, à m'assoupir, à me réveiller et à espérer que si une voiture arrivait dans l'allée, ou un taxi, ou quelque chose comme ça, et que c'était Sandra, je pourrais la voir par la fenêtre. » Après 6 heures de délibération, le jury a déclaré John Rallo coupable des 3 accusations de meurtre. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de faire une déclaration, John a affirmé « Ce qui m'a permis de garder la tête hors de l'eau, c'est que je sais que je ne l'ai pas fait. Mais plus important encore, je sais que Sandra sait que je ne l'ai pas fait. Stéphanie sait que je ne l'ai pas fait. Et Jason, où qu'il soit, sait que je ne l'ai pas fait. » John Rallo a été condamné à 3 peines d'emprisonnement à perpétuité cumulée, sans possibilité de libération conditionnelle avant de purger 25 ans. Une fois en prison, John a passé son premier Noël derrière les barreaux en isolement car les autres détenus le méprisaient pour son crime ignoble et voulaient sa mort. John a fait appel de sa condamnation jusqu'à la Cour suprême du Canada, mais chaque décision a été rejetée. En 1979, après 2 ans de prison, il retrouva son ancien charme derrière les barreaux et rencontra une femme. Il n'aurait pas divulgué cette relation à la Commission des libérations conditionnelles et leur relation demeura secrète pendant 26 ans. Malgré cela, John parvint à obtenir des visites privées dans une caravane située sur le terrain de la prison, totalisant 72 heures au cours des 10 premières années. En 1986, après seulement 10 ans de prison, John obtint des permissions de sortie temporaire sous escorte. De telles absences ne sont généralement accordées que pour des circonstances particulières, comme assister aux funérailles d'un membre proche de la famille. Cependant, John bénéficia de 17 permissions pour assister à des réunions de vacances avec ses parents, à l'anniversaire de mariage de ses parents et à d'autres événements non essentiels. Pendant 5 ans, la famille de Sandra ne fut pas informée de ces permissions et n'en apprit l'existence que lorsque des gens mentionnèrent avoir vu John à Hamilton. Bouleversé, Doug Pollington contacta la police pour signaler la présence de John en ville, mais la réponse des autorités fut de l'avertir qu'il pourrait être accusé de harcèlement. En 1990, John fut transféré à l'établissement Beaver Creek, un établissement à sécurité minimale où il bénéficiait toujours de permissions de sortie temporaire sous escorte. Doug Pollington décrivit la prison en insistant sur le fait que les détenus pouvaient jouer au golf, sortir sur le lac et mener une vie relativement normale. Après 15 ans de prison, John demanda une libération anticipée en vertu de la clause de la dernière chance, mais cette demande fut rejetée. Après 16 ans de détention, la famille Pollington rencontra John pour la première fois depuis son emprisonnement, lors d'une audience de libération conditionnelle visant à déterminer s'il pouvait continuer à bénéficier de permissions sous escorte. John affirma « Il ne se passe pas un jour sans que je pense à mes enfants et que je me demande ce qu'ils auraient accompli maintenant. Les anniversaires, les mariages et les Noëls sont difficiles. » Sa demande de permission accompagnée fut approuvée. En 2000, 7 ans plus tard, John devint officiellement éligible à la libération conditionnelle et demanda à se rendre dans une maison de transition où il pourrait aller et venir à sa guise pendant la journée. Il tenta également d'obtenir des permissions sans escorte. Malgré ses tentatives, John vit ses demandes de libération conditionnelle refusées, la commission notant son manque de remords et son absence de changement en 24 années d'emprisonnement. 3 autres audiences ultérieures, espacées de 2 ans chacune, connurent le même sort, rejet. En 2007, John adopta une nouvelle stratégie, les larmes. Cette fois, cela fonctionna. Il obtint une semi-liberté, lui permettant de passer 4 nuits par semaine avec sa petite amie et 3 nuits dans une maison de transition, à condition de revenir la nuit. En 2020, John reçut un laissez-passer médical de 90 jours pour vivre à temps plein avec sa petite amie en raison du Covid. L'année suivante, il bénéficia d'une libération conditionnelle totale, après plus de 45 ans derrière les barreaux. Libéré sous condition de rester éloigné de la famille de ses victimes et de déclarer toute nouvelle relation amoureuse, John resta incarcéré plus longtemps que la plupart des tueurs au Canada, principalement en raison de son refus d'admettre sa culpabilité. Sa libération fut un soulagement mêlé de malédiction pour la famille de Sandra. Aux dernières nouvelles, John vivait toujours avec sa petite amie, qu'il appelait sa conjointe de fait. Les Pollington, quant à eux, espéraient toujours, avant leur mort, pouvoir réunir Jason avec sa mère et sa sœur.
À chaque audience de libération conditionnelle, ils interrogeaient John sur l'emplacement de Jason. Sans succès. Dans leur quête pour maintenir John en prison, la famille de Sandra œuvra aux côtés d'autres victimes. Doug et Margaret devinrent d'éminents défenseurs des droits des victimes au Canada. Les recherches pour retrouver Jason furent interrompues peu après sa disparition, mais l'espoir demeurait que son corps refasse surface un jour. En 1977, un an après la disparition de Jason, le corps d'un garçon de 5 ans, Jamie Shearer, fut retrouvé et identifié à tort comme étant Jason. Enterré près de Sandra et Stephanie, ce n'est que lors d'une enquête ultérieure que l'erreur fut découverte. Doug et Margaret ne purent réaliser leur souhait de voir leur petit-fils reposer avant leur mort. En 2011, 35 ans après la tragédie, Doug et Margaret décédèrent à un jour d'intervalle, chacun épargné par le chagrin de perdre l'autre, ne sachant pas que l'autre était déjà parti. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du crime.